Voilà, après Martinez Zogo, il s'agit autour de sa compagne d'être sérieusement menacée. Vous faites bien de le mentionner, Serge Alain Autour. Diane Zogo n'est plus en sécurité selon le porte-parole du collectif des avocats de cette famille. Pour Maître Calvin Job indique que cette dernière est très souvent suivie par des individus à bord de véhicules non identifiés. Pour lui, il dit n'avoir pas encore reçu ou n'avoir pas encore eu accès au dossier de leur client Martinez Zogo. Il souhaite tout de même une célérité, la célérité de cette enquête pour que justice soit rendue à Martinez Zogo. Serge Alain. Voilà, c'est entre autres l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Et qui nous soit toujours en compagnie de nos 4 invités, Maître Narcisse Ekomae, Maître Augustin Gueffard, Maître Moustapha Ngwana et Maître Joseph-Claude Biliga. Maître Joseph, vous allez d'abord réagir, j'ai promis vous... Je sais, vous allez réagir. Oh, je okay. dirais pas. On reste d'abord sur oui, je dirais pas... ce qui nous vient de Yaoundé, la compagne de Martinez Zogo dit être aussi menacée. Pourquoi? Qui a intérêt à tenter aussi à la vie de la compagne de Martinez Zogo. Je ne jouerai pas au divin pour dire celui qui a intérêt. Peut-être beaucoup de personnes ont intérêt à ce qu'on attend à sa vie. Peut-être qu'elle a des informations que certains ne voudraient pas qu'elles soient divulguées. C'est possible. Je crois que lorsqu'on a suivi cette affaire, on avait appris qu'il y a un journaliste, par ailleurs prêtre, qui était très proche de M. Zogo, Martinez Zogo, qui a été assassiné juste après lui. Ça veut dire qu'en réalité, il y a certaines personnes qui ont des informations et peut-être qu'on ne souhaiterait pas qu'elles puissent les divulguer. Donc, je crois que maintenant, ce qui est important, c'est que maintenant que nous tous nous sommes au courant du fait que cette dame, sa vie est en danger, les autorités doivent prendre leur responsabilité en main pour pouvoir la protéger. Elle a droit à cette protection. Voilà, on va faire rapidement un tour de table avant de revenir à vous, Maître Joseph Kobigaga. Maître Moustapha Ngwana, qui intéresse que la vie de la compagne qu'on attente à la vie de la compagne de Martinez Zogo? Je pense que ceux qui peuvent avoir le plus intérêt à ce qu'on attend à la vie de Mme Zogo, ce sont ceux qui ont commis l'infraction pour laquelle les auteurs sont encore recherchés. Certainement, s'il doit émettre une hypothèse, se disait-il, qu'étant son épouse ou étant sa compagne, elle a accès à des informations, elle a accès à certaines informations que la proximité familiale peut faciliter la transmission. Donc la proximité familiale peut faciliter la transmission. Donc s'il y a des gens à craindre, s'il y a des gens qui peuvent y avoir intérêt, c'est des gens qui ont des choses à cacher et qui peut-être étaient révélés par Zogo, qui avait ces informations, Martinez Zogo qui avait ces informations-là et pour lesquelles il a été liquidé. Donc s'il faut regarder, il faut regarder du même côté que celui des auteurs du crime calculé qui a aujourd'hui plongé toute la République dans les mois et dans les froids. Ok. Maintenant, si c'est comment, il y a urgence à protéger cette dame? Oui, Serge Alain, je pense qu'il y a urgence à protéger cette dame parce que cela relève déjà au premier chef de l'obligation de l'État. L'État a l'obligation de protéger non seulement les citoyens, mais également leurs biens. Et je suis d'ailleurs surpris qu'à cette date, cette dame ne bénéficie pas, elle et tous ceux qui lui sont proches, ne bénéficient pas d'une garde rapprochée. Parce qu'il va de soi qu'à la suite du décès de Martinez Zogo, plusieurs personnes. J'ai à l'époque lu dans les réseaux sociaux un monsieur qui disait être avocat. Je n'ai pas pu déterminer véritablement sa qualité, mais il se trouve qu'il se plaignait de ce qu'il recevait également des menaces de mort. Parce que, disait-il, il était proche de Martinez Zogo, qui se confiait quelquefois à lui sur des dossiers qu'il traitait lors de ses émissions radio. Donc, comme l'a dit mon confrère Billy Gas, il est difficile de déterminer exactement qui en veut à cette dame, même s'il serait aisé de conclure que c'est forcément ceux qui ont ôté la vie à Martinez Zogo, mais davantage encore ceux qui sont liés aux nombreux dossiers
qu'il traitait. Donc il faut regarder dans ce sens. Mais avant même de se poser toutes ces questions, je pense qu'il est de l'obligation de nos autorités d'assurer la protection de cette femme et tous ceux qui, autour de Martinez Zogo, se sentent aujourd'hui menacés. C'est votre avis également, l'État doit faire quelque chose avant tout a été protéger cette dame? Oui, tout a déjà été dit. Il n'y a pas que cette dame. Il y a d'abord, en second lieu, les avocats de cette dame. Parce qu'un avocat, c'est le confident. Ils doivent être sérieusement protégés. Si l'État veut connaître la vérité, et qui peut le faire et qui est en train de le faire, je vais emprunter plutôt au docteur Aristide Monod, qui utilise une expression très technique pour dire que si on a arrêté les auteurs directs, il faut qu'on aille retrouver tous les auteurs indirects. Donc pour dire ceux que pour l'heure, la justice n'a pas encore pu les appréhender. Ce sont les auteurs indirects qu'ils veulent étouffer. Or, je crois que l'État a tous les moyens. L'État est tout puissant. C'est une pieuvre qui règne sur la République, dont l'État ne perdra pas à mettre main sur eux. Merci. Merci. Merci à vous également. Merci. Vous avez été bien. Maître Joseph Koulbilinga, vous voulez... Pas dit grand-chose. On ne m'a pas appris à hurler avec les loups. Nous savons tous, je l'ai dit à l'entame d'ici, que pour moi, je ne venais pas pour dire que Maître Tchungan, notre bâtonnier, a fait ceci ou bien. Je veux dire que je ne viens pas pour être son accusateur. J'étais là pour dire qu'il a dit des choses qu'il pouvait dire et d'autres pour lesquelles qu'il ne devait pas dire. C'est ce que j'ai dit. Que quelqu'un sur le plateau estime qu'en le disant, j'encourage la violation de la loi, c'est son opinion, je ne veux pas y suivre. Je ne viens pas non plus sur le plateau de télévision chercher un poste, quoi que ce soit, parce que c'est ce qu'il a été dit également. Je ne viens pas non plus pour plaire. Je dis ce que je ressens d'une manière simple, et tout le monde sait que j'ai toujours été modéré, je ne changerai pas. Ceux qui pensent qu'ils cherchent les numéros, qu'on appelle ça le nombre de vues, de l'appréciation, à la sortie d'une audience, enfin à la sortie d'une émission, pour qu'on dise qu'il a dit ceci. Je ne suis pas là-dedans, je ne fais pas de théâtre. J'ai dit ma position, elle est claire et nette. Notre bâtonnier a attendu 1 mois pour intervenir, sans doute sous la pression que subissait son client. Il a jugé qu'il fallait faire un point de presse et qu'il est son droit. Le reproche qu'on lui fait tout simplement, c'est que dans son point de presse, il a dit des choses notamment accusées, qui semblaient aller comme une accusation, pour appuyer l'accusation d'un suspect, ce qui n'était pas normal. C'est la seule chose que je dis. Mais je dis, et je crois que certains dans le Platon ont dit, les avocats ont leurs moyens de défense. Ils sont maîtres de leurs moyens de défense. Cette défense ne se fait pas seulement devant les plétoires, elle peut se faire en dehors de plétoire, et c'est ce qu'il a fait. Et j'ai terminé en disant que, et d'ailleurs Maître Narcisse, qui au départ ne semblait pas être de mon avis, et que cette défense-là a permis qu'il s'est créé un petit doute, ne serait-ce qu'un petit doute, dans l'esprit des gens quant à la responsabilité du suspect Amogo Beliga qui est dont l'avocat est Maître Tchungan. C'est ce que j'ai eu à dire. Si à partir de là on estime que je ne dois pas le dire, je dis je ne suis pas là pour juger ce que les autres disent, mais ce qu'ils pensent, je dis ce que je crois en toute conviction. C'est ce que j'avais à dire. Maître C'est Jeannin, vous savez, je ne suis pas de ceux qui regardent un être humain, un homme normal en face de lui, au lieu de dire Maître Biliga, il dit quelqu'un a dit. Je ne réponds pas à ça parce que ça ne relève ni de mon éducation, encore moins de ma formation. Bon, les faits tout à l'heure décrits ont permis de savoir que Equinox fait un travail didactique. Je ne vais pas revenir dessus, je vais plutôt causer avec mon distingué confrère. Vous avez dit tout à l'heure que vous accepteriez qu'on viole la loi pour plaire au peuple, parce que l'opinion fait fureur. Non, Ben Gueffard, je ne l'ai pas dit. Ah bon? Je pense que je suis en vie. Vous pourrez dire des choses lorsque je serai bon. Est-ce que vous pouvez m'aider à reprendre, s'il vous plaît? J'ai dit ceci. Je peux comprendre la défense du bâtonnier Tchungan parce qu'au-delà de l'aspect procédural et judiciaire de la procédure, il y a l'aspect opinion publique. Et que son client étant un homme d'affaires qui a
dont les affaires ont des ramifications un peu partout dans la sous-région, je pouvais comprendre. Et Il organise et doit rassurer ses partenaires. Mais et j'ai bien précisé qu'il faut trouver le juste milieu entre la communication dans les réseaux sociaux et le respect des obligations déontologiques et légales auxquelles nous sommes astreints. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Voilà. Donc, je n'ai pas, Je n'ai jamais décerné une prime à la violation de la loi. Très bien. Je voulais donc annoncer que lorsqu'on nous enseigne sur le secret professionnel par rapport à la doxa ou l'opinion publique, on vous dit toujours, pensez à l'abbé Veil, pensez à Myriam Badawi. Pourquoi? Dans l'affaire du Trot, que je peux transposer au Cameroun, l'abbé Veil, c'est M. Amougou Belinga. Myriam Badawi serait le colonel Danoué. Mais l'opinion avait condamné l'abbé Veil à manipuler les juges. Il a eu sa vie sauf quand ses avocats, l'actuel ministre de la Justice en France, est rentré dans le dossier sans conférence de presse. Il a dépecé le dossier et les choses se sont révélées autrement. L'abbé Veil a été acquitté. Myriam Badawi, que l'opinion encensait, est passée aux aveux. J'ai menti. Donc, ce que nous devons faire, c'est de dire ce que la loi doit être. Comment est la loi et comment on doit la respecter. À l'heure actuelle, avec ce que l'opinion vient de voir, sorti de ce grand communiqué, nous avocats, qu'avons-nous à transmettre? Parce qu'il s'agit de ça. C'est un peu comme ça que j'ai compris le thème. Je ne suis pas venu ici plaider le dossier où je ne fais pas partie. Je suis venu ici protéger mon corps. Dire comment ça doit se faire. Comment ça se fait. Ailleurs, on appelle ça la publicité fonctionnelle générale. Merci. Oui, vous voulez repartir? Je vois Maître Ngouana. Je suis toujours heureux de faire une introspection, quand on fait une introspection dans le passé. Mais le souci, c'est que les faits sont appréhendés par chacun des interlocuteurs tels qu'ils lui conviennent. Oui. Et dans l'affaire d'Outreau, ce n'est pas l'opinion publique qui a rendu la décision, c'est bien des magistrats. Oui. Pourquoi ils ont été trompés? Parce que des petits-enfants ont menti. Et la cour d'appel a cassé la décision. C'est dans l'ordre des choses. Infimé. Infimé, merci pour le terme technique, mais je le disais pour que le public qui nous suit, parce que si je parle d'infimé... Parce qu'il y a beaucoup des en bas qui vous regardent. Hein? Oui, ils ne comprendront pas. En fait, la Cour a annulé la décision. Donc, ce n'est pas la pression de l'opinion publique. Vous aviez un magistrat fatigué qui n'arrivait plus à assurer véritablement ses fonctions parce qu'il pesait sur lui une lourde charge de travail. C'est ça la vérité de l'affaire d'Outreau. Ce n'est pas la France qui a rendu la décision, c'est des magistrats et ils peuvent se tromper. Ce sont des humains, comme disait Terence, cet ancien esclave de Rome devenu consul, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Les juges, c'est d'abord des hommes. Et c'est pour cette raison que le législateur a prévu plusieurs décrets de juridiction. C'est donc normal qu'en appel dans l'affaire d'Outreau, que la décision a été réformée, mais elle n'a pas été rendue par l'opinion publique. Même si, je persiste à dire, et je le confirme, l'opinion publique peut impacter sur les décisions. Lorsqu'un avocat choisit de s'adresser à des médias, aux réseaux sociaux, il sait ce qu'il vise. Il sait exactement ce qu'il vise. Parce que personne de nous n'est dans ce dossier. Nous sommes dans des supputations. Le bâtonnier Tchungang a organisé un point de presse avec les co-conseils de M. Amougou Belinga. Ils savent exactement ce qu'il visait. Le reproche qui lui est fait, ce n'est pas d'avoir organisé le point de presse, mais ça doit d'avoir violé la loi. Vous insistez sur le fait de contenu, vous parlez de contenu. Oui. C'était d'avoir violé la loi. Parce que, mais vous avez aujourd'hui les avocats des parties civiles et des victimes
qui a organisé une conférence de presse, mon cher ami Calvin Job, qui dévisait tout à l'heure sur vos écrans. C'est le droit de tout le monde de le faire. Mais simplement, il faut trouver le juste milieu entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Peut-être pour embrayer, l'opinion publique a un effet important, très important sur la justice. Très souvent, lorsque je suis... On revient donc, maître, vous allez continuer, on revient donc à mathématiques. Avec la guerre d'opinion, on peut manipuler l'opinion. Oui. Parce que vous dites que l'opinion publique... Si, on peut manipuler l'opinion. C'est pourquoi il faut on peut manipuler l'opinion. Moi, je vous donne un exemple banal. Je vais prendre un exemple. L'affaire O.J. Simpson. Oui, O.J. Simpson. Ouais. O.J. Simpson. Qui est aux États-Unis, il est accusé d'avoir tué son épouse Blanche. Et le copain de son épouse avec une batte de baseball. Il est poursuivi en direct, en film, toute la poursuite, au moment où il est arrêté. Mais la communauté afro-américaine se ligue, se fâche contre le fait qu'on a arrêté leur leader, Abdel Sayessi. Ce monsieur ne sera pas condamné au pénal. Il ne sera pas condamné au pénal, alors que pratiquement la quasi-totalité de personnes sait que c'est lui. Et qu'est-ce qu'on fera par la suite? C'est qu'on profitera d'une affaire purement civile pour le condamner à payer des dommages et intérêts assez importants à la famille des deux personnes disparues. Voilà un rôle de l'opinion publique. Et aux États-Unis, ce qu'on appelle les jurés, lorsqu'ils sont à connaître d'une affaire, qui sont généralement les gens qu'on vote, qu'on tire au sort dans une communauté, les jurés populaires, ils sont enfermés dans un coin, dans un truc, sans téléphone, sans journaux, rien du tout. Oui. Coupés du monde pour leur permettre de rendre une décision d'une manière convenable. Aujourd'hui, nous avons une opinion publique qui est en majorité contre une personne, au vu d'un certain nombre de faits, et son avocat estime que c'en est trop, après avoir attendu un mois, connaissant un certain nombre d'éléments qui pour lui peut permettre que cette opinion change d'avis. Il va le faire, il vient, il prend le micro, et parle de son dossier. Malheureusement, et c'est le reproche qu'on fait, c'est qu'il rentre dans le fond du dossier pour dire des choses qui ne devaient pas être dites. Mais pour lui, l'avocat, il a peut-être atteint son but. C'est-à-dire faire comprendre que tout ce qu'on dit par rapport à son client ne sont pas forcément vrais. Voilà ce qu'on a pu... On peut attaquer même un média aussi. Mais maintenant, je dis, les dérives, on les a tous relevées et condamnées. Sur les médias, sur les faits de politique intérieure et extérieure, à travers de l'information qu'il recevrait, ou bien qu'il recevait, d'après ce que son conseil a dit, des lieutenants-colonels relativement à la sécurité nationale et internationale. Ça, on peut dire cette dérive, mais on ne peut pas empêcher un avocat de chercher les moyens pour pouvoir défendre ce qu'il y a. Il est le maître de ce moyen. C'est ce que nous, on a appris, c'est ce que nous avons appris à ceux que nous avons eu à enseigner. Maître Moustapha Ngouana, l'opinion compte beaucoup en temps des autres. Voilà pourquoi il faut tenter de la manipuler. Je pense que la finalité, c'est le résultat. Ouais. La finalité, c'est le résultat. En principe, celui qu'on a convaincu, c'est le juge. Mais il faut savoir que dans ce type d'affaires, ce n'est pas que la justice qu'il réclame. Mais il voudrait également être lavé de tout soupçon. Il voudrait que l'image qu'il voudrait renvoyer à la société soit quitte de tout reproche. Donc au-delà de la sphère judiciaire, il faut comprendre que la bataille se mène sur un tout autre front. Donc cela peut s'expliquer. Et je pense qu'il ne nous appartient pas ici de critiquer les moyens de défense qui ont été choisis par un avocat. Il est libre de choisir les moyens de défense qui lui semblent convenables du moment où il atteint les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de la procédure et en accord avec son client. Donc je pense que sur ce point-là, nous avons été tous unanimes sur le respect des règles déontologiques et même des dispositions du Code de procédure pénale, notamment l'article 102 sur le caractère secret de l'enquête préliminaire. Nous avons été unanimes sur cette question-là. Nous avons mis à l'index les différentes défaillances qui ont été celles de notre bâtonnier.
qui, franchement, parfois nous considérons les choses avec autant de... avec une certaine... avec ce que nous appelons de la clarté, mais en réalité, on ne connaît pas exactement ce qui est dans... ce qu'il recherche à la fin. Moi, j'ai vu un avocat engagé, j'ai vu des avocats engager des procédures qui savaient ne pas exister, mais obtenir le résultat que personne n'attendait. Vous comprenez? Donc, parfois, nous parlons, mais nous ne connaissons pas le secret qui est celui qui a amené le bâtonnier à agir comme il a agi. Mais une chose est constante. Non, j'avais bien dit que nous tous sommes d'accord sur le fait que la loi a été violée et que c'est une chose qui n'aurait jamais dû être faite. Mais il ne nous appartient pas de critiquer les moyens de défense qu'un avocat déploie. Donc, parce qu'au moment où il pourra décider avec son client, personne d'entre nous n'est présent et on ne connaît pas le outil recherché. Et je l'ai dit et je précise, par exemple, nous, aujourd'hui, on a vu que la presse a titré de manière, plusieurs journaux ont titré, par exemple, sur les déclarations qui ont été faites sur la dimension sécuritaire, du dossier. Mais je ne pense pas qu'il ait manqué autant de clairvoyance. Je pense qu'il n'a fait qu'une retranscription, par exemple, de ce que son client avait déjà dit. Donc, c'est peut-être l'opinion qui était informée, mais les enquêteurs et tous ceux qui savent ce qu'ils feront de ces informations-là ont certainement déjà commencé à les exploiter pour davantage assurer la sécurité de la République. Parce qu'il faut dire que ça a quand même jeté un coup de froid dans l'opinion, qu'on sache que des personnes peuvent manipuler les responsables au plus haut niveau du renseignement camerounais à des fins personnelles. Donc il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps que la Guinée équatoriale a été attaquée, a failli faire l'objet d'un coup d'État qui a été déjoué par le Cameroun. Donc il ne faut pas croire que les informations comme cela peuvent faire l'objet d'utilisation mercantiliste. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut mettre en perspective. Mais toujours est-il que nous avons été tous ici la constance sur les différents éléments aussi bien déontologiques que légaux qui ont été violés par notre devancier, qui sur d'autres cieux pourraient même faire l'objet d'une poursuite pénale. Il ne faut pas qu'on se voile la face, parce que c'est la violation du secret. 310 du code pénal. Le code pénal est clair là-dessus. Donc nous ne faisons pas l'imprécation contre qui que ce soit. Enfin. Voilà, parce qu'on va encore dire que vous l'avez dit sur le plateau des Kinonsa. Non, c'est pas que je vous dis ce que dit la loi. Okay. Parce que vous avez dit, vous avez... Parce que fonctionne avec la loi. Parce que ça n'empêche pas qu'on dise un certain nombre de choses. De fonctionner avec l'opinion. Non, vous savez que... Sont des légalistes. Vous savez que nous disons ce que dit la loi. Oui. Et ceux qui savent ce qu'ils doivent en faire feront ce qui se doit d'être fait. Okay. Donc maintenant, pour le reste, à chacun ses responsabilités. À chacun sa chance. Voilà, merci cher monsieur d'être venu. Voilà. Merci à vous. Maître Darcy, c'est comment? Vous voulez dire quelque chose? Oui, je vais saluer les populations de Bakwat, le plus beau village du Cameroun. Les Barré Soumtou, c'est ça? Non, Bakwat, c'est juste aux encablures de Bonnet. Et Bonnet. C'est à 2 heures de route d'ici. Peut-être à 1h30 si les amis de Mel Biliga nous faisaient des routes excellentes. Je savais qu'on avait. Je savais. Vous attendez. On pouvait terminer une émission sans épique. Hein? On pouvait terminer une émission sans épique sur le RDPC. Vous savez, moi, on allait dire que c'est pas équivalent. Moi, j'ai été. Vous êtes habitué. Le vendredi, la semaine d'autres semaines. J'ai passé 3 jours en Do, dans l'arrondissement de Dôme, qui est mon arrondissement d'origine. Oui. Ce samedi, j'étais en Gambé, qui est l'un des arrondissements du département Saga-Maritime, et j'ai passé une journée également dans mon village, Lori-Yaga. Je voudrais saluer mes frères et mes enfants qui y sont. Et je vous assure que lorsque je le fais aujourd'hui, le temps que je mets pour le faire, j'imagine ce que je faisais il y a quelques années, où il fallait passer par l'ouest. Banga, Konsamba, Bafan, Bana, Bangante, Ntonga, Makenene, Ndiki, pour faire maintenant 50 km pour arriver chez moi. Aujourd'hui, je l'ai fait en très peu de temps et je crois quand même qu'il y a un progrès. Il y a des choses qu'on doit continuer à faire. Il y a le goudron qui arrive en Dôme aujourd'hui qui n'existait pas. C'est un avantage. C'est peut-être la chance aussi d'espérer que ce goudron, c'est devant la maison. Moi, tu as la chance d'avoir le goudron qui passe devant ta maison. Rien ne passe pas, il passera un jour, il faut avoir de l'espoir. Merci à vous également, Maître Moustapha. Voilà. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Voilà. Maître Ngefar, merci. C'est un plaisir.
J'aime souvent aller à côté de son village, à Mburuku, parce que la meilleure fromagerie du Cameroun se trouve là-bas. Je ne sais pas si on connaît la route. J'y ai été. Ouais. Ah, ok. J'y ai été. Bonsoir à vous, bonsoir à la famille de Dibouma. Nous sommes de tout cœur. Merci. Voilà. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui nous on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Guy Zogo.